Ravi de vous retrouver donc pour cette séquence de l'info du jour avec ces propos et ces déclarations, précisions du chef de l'État Emmanuel Macron que vous avez vécu en direct à nos côtés il y a quelques instants. Le président français qui évolue aujourd'hui dans les Alpes en Isère au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars. Le président français qui a donc présenté la nouvelle formule purement militaire, dit-il. Nouveau service national voulu par l'État français destiné aux jeunes de 18 à 19 ans. 10 mois de formation sur la base du volontariat présenté comme une année de césure. Son coup d'envoi sera d'ailleurs donné dès l'été prochain. Un dispositif voué à monter en puissance. 3000 personnes mobilisées la première année avec à terme 50 000 hommes en 2035. On va évidemment pendant cette demi-heure décrypter ces annonces, les comparer aussi aux précédentes mesures décidées par nos voisins européens. Y a-t-il eu de la même manière qu'en France de vifs débats sur le sujet, cette décision qui provoque sur la scène politique française des remous? On va y revenir avec notre invité, c'est Maxime Launay. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur au sein du domaine défense et société de l'INSERM, auteur par ailleurs d'un ouvrage qu'on va voir à l'écran, La gauche et l'armée dans France, de mai 68 à nos jours. On a écouté tout à l'heure religieusement le chef de l'État nous annoncer ce qui va être donc ce nouveau service, pas militaire mais national, voulu sur la base du volontariat. Pour ceux qui ont loupé la séquence, on va le réécouter tout de suite, le résumé des annonces et puis on y revient juste après. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois, ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes. Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'1 mois où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant, à l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées et concourent à la grandeur de la nation. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois au sein d'une unité militaire où ils effectueront les mêmes missions que l'armée d'active sur le territoire national. Maxime Launay, ça y est, on est enfin fixé sur ce que veut, a pensé le chef de l'État français. Finalement, ça colle avec ce qui avait fuité ces derniers jours. Oui, absolument. C'est une annonce qui avait fuité depuis quelques jours, qui confirme qu'on a un retour d'un service militaire, mais cette fois-ci un service militaire volontaire, ce qui tranche avec ce qui existait précédemment. Rappelons qu'il y a eu pendant un siècle un service militaire obligatoire en France, de 1905 à 1996. Les derniers conscrits en France ont quitté leur caserne en 2001, et donc là, on ouvre une autre page, mais tout à fait différente, puisque le volontariat change quand même largement la donne. Alors, c'est une première étape, bien sûr, on veut monter en puissance, ça on va y revenir aussi. Vous dites service militaire, le chef de l'État, lui, à aucun moment a parlé de service militaire, il parle de service national. C'est important, ces éléments de langage? Oui, parce que en fait, service national, ça renvoie à quelque chose de plus large, à la nation, d'une certaine façon. Et donc, je pense qu'on veut envoyer un signal très clair aussi à la population au regard de la gravité de la situation. Pour autant, il a ajouté après purement militaire. Donc on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui travaille ici entre une ambition de répondre sans doute à des visées un peu d'encadrement de la jeunesse, de renouer le lien entre l'armée et la population, et ensuite de répondre à des besoins strictement militaires au regard du contexte stratégique. Il s'agit de quoi en fait, en fin de compte? Peut-être rassurer les Français après les propos du chef d'état-major Mandon? Oui, effectivement, on a eu une séquence particulière depuis une semaine. Le chef d'état-major des armées, le général Mandon, s'est exprimé devant les maires en ayant des mots qui ont eu une forte résonance. Il a évoqué le fait de devoir accepter ou de pouvoir accepter la perte de nos enfants. Le mot enfant a beaucoup fait réagir. Qu'est-ce qu'on désignait par enfant? Est-ce qu'il s'agissait de tous les enfants de France? Et là, ça renvoie dans l'imaginaire des Français aux conflits mondiaux, aux mobilisations générales. Et en réalité, ce qu'il pensait, très certainement parce que c'est un chef parfaitement au fait des besoins actuels, lui pensait aux soldats en tant que tels, aux soldats engagés qui sont déjà des soldats professionnels. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté, parce qu'avec cette annonce d'un service militaire, forcément, les gens associent les deux. Et en même temps, on peut le comprendre, parce que ça a quand même provoqué l'effroi, et pas qu'au sein de la population, au sein de la classe politique aussi. Est-ce qu'on peut imaginer 2 secondes que le chef d'état-major parle sans l'aval du chef de l'État, qui est le chef des armées au final? Et quand on dit
Le chef de l'État, d'ailleurs, le premier, qui tente de mesurer le propos. Est-ce qu'on n'essaye pas de tromper quelqu'un, là? Alors, en France, et d'ailleurs dans toutes les démocraties, il y a un principe fondamental, c'est la subordination des militaires aux civils. Et donc, à partir de ce moment, il ne peut y avoir de différence entre ce que dit le chef d'état-major des armées et le président de la République, chef des armées. Donc, quand il emploie ces mots-là, le chef de l'État le sait. C'est certainement tout à fait, si ce n'est préparé, en tout cas dans la droite ligne. Rappelons que le général Mandon était le principal conseiller militaire il y a encore quelques mois à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'était pour revenir évidemment sur cette politique. On voit bien les tentatives pour prendre les distances depuis. Un service national donc voulu sur 10 mois avec des jeunes de 18 à 19 ans qui seront rémunérés, je crois, quelques centaines d'euros par mois, 800 euros, nourris, logés, blanchis. Est-ce que ça va suffire, ça, pour ramener du monde dans les casernes? Il a dit tout à l'heure, les dépôts de candidature vont pouvoir commencer à se faire à la mi-janvier. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour attirer à soi du monde? On a plusieurs éléments qui vont plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui a été publiée l'année dernière qui montre que, s'agissant des jeunes de 18 à 24 ans, 6 à 10 d'entre eux seraient prêts à s'engager militairement dans le cas d'une guerre. Donc là, on est vraiment dans le scénario le pire. Mais il y a quand même une appétence d'une partie de la jeunesse, peut-être pas tous les jeunes évidemment, mais d'une partie de la jeunesse pour l'engagement. Est-ce qu'ensuite, c'est par des rétributions matérielles qu'on va les attirer? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a aussi parfois des valeurs où ça fait résonner chez les jeunes un certain nombre de choses qui sont vraiment de l'ordre de l'engagement. Si c'est pour quelques centaines d'euros, je ne pense pas. D'autant plus qu'en Allemagne, par exemple, on est en train d'avoir le même schéma. On parle de 2300 euros net. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence. Les Allemands ont plus de moyens que nous, il est vrai. On va regarder justement comment les Français réagissent à ces annonces et à cet appel. Tout à l'heure, le président français a dit la jeunesse a soif d'engagement. Et c'est vrai, quand on entend les militaires se succéder sur nos plateaux, on a le sentiment qu'il va y avoir du monde au portillon. Il y a beaucoup de sondages qui ont tourné ces derniers jours à la une de la presse. Noémie Roche a tenté d'y voir plus clair pour nous. Regardez. Le retour du service militaire fait-il consensus chez les Français? À en croire des sondages publiés ces dernières heures, ceux-ci y seraient majoritairement favorables. Entre 62 et 73% d'entre eux se disent pour la création d'un service militaire volontaire. Une enquête Ipsos saisie, école d'ingénieurs pour le Parisien, publiée en mars dernier, confirme l'approbation des Français pour un tel dispositif basé sur le volontariat. Et la nuance est importante, car selon cette même enquête, les Français ne sont plus que 53% à soutenir un service militaire obligatoire. Chez les moins de 35 ans directement concernés, seuls 4 sur 10 y sont favorables, contre 6 sur 10 chez les 60 ans et plus. Mais cela ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas prêts à s'engager. C'est ce que montre une étude plus poussée, publiée en avril 2024, qui explore en détail divers aspects de la relation des jeunes Français avec les forces armées. Représentation des guerres actuelles et futures, influence de l'entourage familial, de l'école et même des jeux vidéo sont passés au crible, ainsi que la volonté d'engagement et de résilience en cas de conflit. Résultat, 4 jeunes sur 10 âgés de 18 à 25 ans seraient prêts à s'engager, mais près de 2 tiers des jeunes Français souhaitent que l'Union européenne se dote d'une armée commune, en complément de celle de chaque pays. Selon son autrice, l'étude montre un regain de patriotisme plus ou moins marqué, mais laissant présager un solide potentiel de résilience et de soutien de la part des jeunes générations en cas de guerre ou de conflit majeur. Un motif qui ne figure toutefois pas dans les tout premiers sujets de préoccupation des jeunes Français. Le risque de guerre se classe en 6e position, bien après le pouvoir d'achat ou le réchauffement climatique. Alors c'est intéressant effectivement d'aller au-delà de ces chiffres, de ces sondages. 62 à 73% des Français qui se disent favorables à la création d'un service militaire volontaire. En fait, en réalité, c'est quand même un peu plus complexe. Alors, effectivement, on a beaucoup d'enquêtes depuis de nombreuses années, donc on commence à voir quand même des choses qui se distinguent. Et souvent, on voit qu'il y a quand même une différence générationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus vous êtes âgé, plus vous avez tendance à être favorable. Qui s'exprime dans ces chiffres-là, effectivement. Oui. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes favorable à un service militaire. Et d'ailleurs, il faut poser la question ensuite volontaire ou obligatoire parce que ça fait toute la différence. Et plus vous êtes jeune, plus vous pouvez être un peu plus circonspect. C'est d'ailleurs une tendance qu'on observe dans d'autres pays européens. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour le Royaume-Uni. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, entre le déclaratif, de dire je suis prêt à aller sous les drapeaux, et ensuite franchir le pas, il y a quand même des questions qui se posent. Et surtout,
comme on a plus de service militaire depuis 25 ans, quelle est la véritable connaissance de nos jeunes de l'institution militaire? Ils la connaissent à travers les programmes scolaires, parce que la guerre est beaucoup étudiée. Ils la connaissent à travers parfois leur famille, parce qu'il y a quand même un certain nombre de militaires dans les familles françaises. Ça dépend les régions, ça dépend les classes sociales. Et puis enfin, ils les connaissent surtout par la culture, par les séries télévisées, par les films. Et donc tout ça, c'est une connaissance, mais c'est aussi une connaissance un peu distordue par rapport à la réalité. C'est une connaissance un peu biaisée, c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même très intéressant parce qu'on est peut-être aussi en décalage avec ce que serait la réalité d'un service militaire. Attention au choc de réalité, évidemment, lorsque les jeunes vont découvrir effectivement une institution qui est une institution d'ordre, de hiérarchie, de discipline. Beaucoup recherchent ça, il est vrai, et on le sait aujourd'hui parce qu'on a un exemple que beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas, c'est les Outre-mer. Il y a aujourd'hui un service militaire adapté, le SMA, dans tous les territoires ultramarins, que vous soyez mahorais, polynésien ou néo-calédonien, vous pouvez faire un service militaire volontaire, qui est assez différent parce qu'on est plutôt sur un dispositif d'insertion socio-professionnelle. On ne veut pas faire de vous un militaire. Mais c'est environ 1 million de personnes qui sont dans ces services volontaires qui existent déjà. Alors, c'est même 6 000. 6 000. C'est un dispositif qui existe depuis les années 60, donc qui est très apprécié des ultramarins. Mais ça veut dire que vous revêtez un uniforme, vous apprenez à marcher au pas, à lever le drapeau à 6 heures du matin, à recevoir des ordres de la hiérarchie. Et donc, beaucoup de jeunes demandent ça parce qu'ils ont besoin d'encadrement. Mais chez certains, parfois, c'est aussi difficile parce que ça change évidemment de la vie qu'ils ont à la famille ou en famille, pardon, ou à l'école. La jeunesse qui a soif d'enfiler le treillis, on est d'accord avec ça? On a le recul suffisant pour confirmer ce propos du chef de l'État? Il y a différentes jeunesses. Et donc, il faudra voir ensuite quelle sera la sociologie des volontaires. Et on a une expérience qui est un peu différente. Cette fois-ci, c'est le SNU, le Service National Universel, qui a été annoncé par le président en 2017 et mis en œuvre à partir de 2019. Ce SNU, aujourd'hui, on a un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées et on voit que ce sont plutôt les volontaires des jeunes qui sont des fils et des filles de profession en uniforme, c'est-à-dire des fils et filles de policiers, de pompiers ou de militaires. Il n'est pas improbable, il n'est pas impossible que c'est ce qui se reproduise ici, mais pour l'instant, nous le verrons. J'ajoute un point, il se trouve que je suis historien, donc moi j'ai beaucoup étudié aussi l'histoire du service national, notamment après mai 68. Et c'est assez frappant de voir aussi l'évolution dans le temps de cette jeunesse, parce qu'après 68, s'il y avait bien un sport national, c'était d'essayer d'éviter de faire son service national. Il y avait vraiment une hostilité, notamment dans les milieux lycéens et étudiants, à l'égard de l'armée. C'était une période qui était une période très antimilitariste, et donc c'est assez impressionnant de voir comment nous avons changé d'époque. Et une évolution aussi au sein de la classe politique française. Vous avez écrit sur la gauche française. Oui. Là aussi, ça a beaucoup évolué. Il y a eu différentes périodes. La gauche française a toujours été très attiré par l'idée d'une armée populaire, d'une armée du peuple. Et donc, en fait, si on se réfère au texte fondamental en termes de défense, qui est le texte de Jean Jaurès, l'armée nouvelle, Jean Jaurès était pour une armée populaire avec des milices, etc. Et la gauche a souvent été sur cette ligne-là. Et jusqu'aux années 80-90, on s'aperçoit que la plupart des partis de gauche avaient du mal à critiquer le service militaire parce que c'était au cœur de leur identité, de leur modèle. Après, il y a eu la décision avec la fin de la guerre froide, avec le changement de contexte et surtout la volonté de réduire les dépenses, on a voulu passer à une armée professionnelle qui a coûté en fait très cher en réalité. Et donc pendant des années, il y a eu une forme de vide dans les partis de gauche. On s'est dit mais est-ce qu'il faut trouver autre chose? On a inventé le service civique après les attentats. On a inventé le service militaire volontaire qui était un service militaire en métropole mais pour 1000 jeunes. Donc c'est un tout petit service militaire mais qui est uniquement pour de l'insertion professionnelle. Donc on va apprendre à être maçon, à être dans l'hôtellerie. Donc c'est des choses très différentes mais c'est des militaires qui cadre. Donc on a cherché pendant des années et là on voit bien qu'avec le contexte actuel, eh bien, il y a une forme d'alignement et c'est vrai que pour les partis de gauche importants comme LFI ou comme le Parti Socialiste par exemple, les deux se déclarent plutôt favorables avec des nuances parce qu'ils ont des modèles un peu différents en tête, mais tout de même ils ne sont pas contre. Avec certaines voix parfois qui s'élèvent aussi contre un tel dispositif. Je voudrais qu'on écoute les dernières réactions politiques de la matinée. C'est une initiative qui va dans le bon sens. Elle dit plusieurs choses. D'abord, elle dit l'échec d'Emmanuel Macron avec le service national universel. C'est d'abord parce que son idée de service national universel n'a pas fonctionné qu'il change son fusil d'épaule. Donc Emmanuel Macron a d'abord fait perdre... les circonstances évoluent de son Oui, enfin il a surtout fait perdre beaucoup de temps aux Français avec un service national universel qui ne fonctionne pas et donc il a fait perdre du temps au pays. Maintenant, ça va dans le bon sens. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est de concentrer le pays sur des menaces qui sont incertaines et de détourner le pays de menaces qui sont certaines, elle est incertaine, notamment la menace russe celle pour du vous. dérèglement climatique. Mais j'ose espérer qu'ici, tout le monde est conscient
de l'idée que si nous rentrons en guerre contre une puissance nucléaire, alors nous serons dans une situation qui est gravissime. Et si c'est elle et qu'il y a d'autres moyens de répondre. Et il faut évidemment répondre aux menaces et aux actes qui sont faits sur le sol français, mais qu'il y a d'autres moyens de répondre que de faire la guerre immédiatement. Et moi, je ferai tout pour que nous agissions pour la paix avec une France non alignée au service de la paix. Voilà, une idée quand même qui peine à convaincre au sein de la France insoumise aujourd'hui, qui rappelait la priorité du dérèglement climatique auquel les jeunes sont extrêmement sensibles aussi. Ça, c'est l'enquête de l'IRSEM qui le disait. La question qui se pose aussi aujourd'hui et qui est pour le moins très concrète, est-ce que le chef de l'État, est-ce que l'État français aujourd'hui a les moyens de cette ambition? On n'a pas de budget encore. Je pense que c'est la grande question, effectivement. Le président de la République a dit tout à l'heure que ça coûterait 2 milliards, ce qui était effectivement ce qu'il y avait dans les tuyaux. 2 milliards aujourd'hui, c'est beaucoup, dans un budget qui n'est pas encore voté. Et en fait, je trouve que c'est une information importante aussi à avoir en tête. C'est une décision présidentielle, et c'est logique parce que le chef de l'État est le chef des armées, parce qu'on parle, avec des guillemets, de domaine réservé. On est vraiment au cœur du régalien. Mais pour autant, aujourd'hui, qui a la main sur la décision finale? Ce sont les parlementaires, parce que c'est eux qui voteront non seulement la loi rétablissement d'un service national, c'est obligatoire. Et ensuite, il faudra voter ce budget. Et donc, il y a encore un chemin à parcourir. C'est plutôt consensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chance que ça ne se concrétise pas? Je serais surpris parce que, à mon avis, on va avoir affaire, comme ça peut arriver depuis plusieurs semaines, à des alliances un peu baroques. Mais à partir du moment où vous avez, par exemple, le Rassemblement national qui ne met pas d'objection, que le Parti socialiste est plutôt favorable aussi, que le centre, dans toutes ses largeurs, sera aussi favorable, je pense qu'il y aura un chemin pour qu'il soit voté. Il faut rappeler que le SNU avait justement été trié par la Cour des comptes, justement pour sa nature beaucoup trop dispendieuse. Oui, exactement. Et là, ça va être beaucoup plus cher parce qu'on l'a dit, loger, nourrir, accueillir, blanchir, armer, former, c'est extrêmement coûteux avec un dispositif qui... Et vous avez oublié loger, et ça, c'est aussi un autre problème logistique. Oui, on a fermé très massivement nos casernes à partir des années 90-2000, précisément parce qu'on a mis fin au service militaire. Aujourd'hui, on a une armée qui est plutôt compacte, donc il faut soit les agrandir, ces casernes, soit en trouver de nouvelles. Or, on a vendu les terrains, on les a transformés en projets immobiliers. Donc, il y a aussi des aspects très, très matériels auxquels les états-majors vont devoir répondre assez rapidement, puisque la première étape, c'est l'été 2026. Voilà, très concrète et très urgente finalement, parce que c'est demain. Là, on n'a même pas 6 mois pour voir venir le coup. J'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe du côté de nos voisins européens. C'est ce qu'on s'attelle à faire évidemment depuis qu'on aborde cette notion de service militaire sur la base de volontariat. Alors c'est un sujet dans certains pays, dans d'autres absolument pas. La situation géographique vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, évidemment, il y a pour beaucoup. On va regarder ça en images avec Julien Dubois. Regardez. Aux frontières de la Russie, les États baltes et la Finlande peuvent compter sur la présence des forces de l'OTAN. Mais pour faire face à la menace russe, la Lettonie a pris la décision de rétablir un service militaire obligatoire en 2023, rejoignant ainsi la position de ses voisins alliés. Seuls 6 pays de l'Union européenne ont conservé un service militaire obligatoire au cours des dernières décennies, comme la Finlande ou la Grèce. Au Danemark, il est même devenu obligatoire pour les femmes. À 18 ans, les jeunes du pays qui doivent effectuer leur service militaire sont choisis par tirage au sort en fonction des besoins de l'armée. 4 pays de l'Union ont fait le choix de réinstaurer un service militaire obligatoire. Dernier exemple en date en Croatie, le mois dernier, le Parlement a approuvé le rétablissement d'un service obligatoire pour les hommes de 2 mois à partir de 2026. Mais dans l'Union européenne, la grande majorité des États membres ont abandonné le service militaire, même si des projets de rétablissement existent dans certains pays. Au total, 17 États sur 27 n'ont jamais eu ou ont suspendu leur service militaire, à commencer par la Belgique en 1995 jusqu'à l'Allemagne en 2011. Parmi cette majorité, plusieurs États ont déjà décidé de réinstaurer un service militaire volontaire. C'est le cas de la Bulgarie et des Pays-Bas. Ils seront rejoints par la Belgique et la Roumanie l'an prochain. Bon, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Tout ça s'inscrit quand même dans un contexte où la machine militaire allait relancer un peu partout. Les budgets sont en hausse dans tous les pays européens et surtout il y a un débat dans tous les pays. J'ai regardé dans
34 pays européens, il n'y a pas un pays qui échappe à ce débat aujourd'hui. Que ce soit les tout petits pays comme les pays baltes, qui eux ont déjà fait le choix depuis plusieurs années d'un retour du service militaire, ou d'autres qui s'interrogent. C'est vrai au Royaume-Uni. Rishi Sunak, le Premier ministre sortant, lors des législatives de 2024, avait fait campagne après, avec une proposition un peu choc en disant « Nous rétablirons le service militaire au Royaume-Uni », ce qui est quand même assez inédit. Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe, en 1963, à avoir abandonné le service militaire. Il y a eu un débat là-dessus. Il y a aussi un débat depuis un an au sein de la classe politique allemande. Ils viennent de trouver un accord il y a quelques jours à peine. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est concomitant à tous les États européens. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation. C'est-à-dire que sur les questions militaires, on a souvent des négociations, notamment sur les questions d'armement, sur les questions industrielles, sur les questions d'alliance. Il y a souvent des sommets, on le voit dans vos émissions. S'il y a bien un sujet qui ne fait pas l'objet d'une harmonisation et d'une discussion, je dirais même diplomatique, c'est la question du service national, qui est un sujet très centré sur chaque pays. La fameuse armée européenne, on n'y est pas encore. Ça fait des années qu'on l'aborde, mais chacun avance en ordre dispersé. Ça nous dit quoi aussi de ce qu'on est en train de vivre? Que selon là où on habite, on perçoit le sujet et la menace, je reprends les propos du chef de l'État, différemment? Si on regarde la carte que vous projetiez des services militaires en Europe, c'est très frappant, effectivement. En fait, plus vous allez vers l'Est et le Nord, plus vous avez de chances d'avoir un service militaire. Tous les pays baltes en ont un. Obligatoire. Alors, ça dépend les pays, mais c'est souvent obligatoire pour ces pays, avec une précision quand même, parce que c'est des éléments un peu techniques, mais qui sont importants. En réalité, il y a des systèmes de quotas dans ces pays-là. C'est-à-dire que l'état-major dit, voilà, telle année, on a besoin de tant de volontaires. La Norvège, par exemple, c'est 9000. Et s'il y a suffisamment de volontaires, en fait, ça suffit. Et donc, on va obliger personne. Donc, attention à ne pas projeter l'image de la guerre froide où tout le monde était sous les drapeaux. En réalité, c'est des services militaires obligatoire, mais limité par le quota. D'accord, donc on fait une sorte de sélection sur la base de ceux qui se présentent volontairement, et après les autres, on les dispense. Oui, d'abord on remplit un questionnaire, on dit est-ce que je suis d'accord ou pas, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes compétences éventuellement, puis après on passe des tests d'aptitude, ça rappellera peut-être des choses aux plus anciens de vos téléspectateurs, et si on vous déclare apte, eh bien, si vous êtes dans le quota, on peut vous prendre. Le cas allemand, vous l'évoquiez à l'instant, il est quand même assez intéressant. Quel revirement pour l'Allemagne en très peu de temps, l'Allemagne qui ambitionne d'être l'armée la plus importante d'Europe? Oui, alors elle est un peu concurrencée par la Pologne. Les deux ont des ambitions assez importantes. Mais en tout cas, en termes d'ambition affichée, c'est ce qu'on revendique aujourd'hui. Oui, il y a une trajectoire qui est vraiment très frappante de l'Allemagne. N'oublions pas que l'Allemagne a été démilitarisée après 1945. Elle n'a retrouvé une armée qu'en 1955. Elle a été largement une armée de maintien de la paix, qui ne voulait pas intervenir d'ailleurs au-delà du continent européen. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Zeitenwende, c'est-à-dire le réarmement allemand qui est porté par le chancelier Merz et qui avait été pensé par le chancelier Olaf Scholz précédemment. Il y a quand même des débats en Allemagne parce que c'est un pays qui a une tradition pacifiste très importante depuis la guerre froide. Et donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, y compris d'ailleurs au sein de la coalition. Vous aviez la CDU, qui est donc le parti conservateur, qui voulait un service militaire obligatoire, tandis que le SPD, qui était lui-même divisé en interne d'ailleurs, était plutôt favorable à un service volontaire. Et donc, ils ont trouvé une solution typique à l'allemande. On est dans une coalition. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On crée l'année prochaine, alors le vote n'a pas encore eu lieu, mais il est à peu près assuré, on crée l'année prochaine un service militaire volontaire. Et si on n'atteint pas le quota de volontaires... On ira les chercher. On ira les chercher ou on passera au mode obligatoire. Donc là, c'est encore un autre cran. C'est un autre cran, effectivement. Auquel on pourrait ne pas échapper, nous aussi, parce que on n'est pas dupes non plus. On voit bien que c'est une première étape vers aussi peut-être quelque chose. Tous les militaires qui passent ici nous parlent de montée en puissance du dispositif dans le temps. Comment ça se passe à l'Est, chez nos voisins polonais? Vous évoquiez la Pologne, qui, de loin, aujourd'hui, sont les mieux dotés. Alors, ce sont parmi les premiers qui se sont dotés d'un service militaire volontaire en 2022. Et là aussi, il y a des débats. Vous avez le chef d'état-major des armée polonaise en octobre 2024 qui a dit qu'elle laissait comprendre qu'il était favorable à un service militaire obligatoire. Mais évidemment, c'est une décision qui ne lui appartient pas, comme toutes les démocraties. C'est au chef de l'État de prendre cette décision. Ça marche mieux sur la base du volontariat que sur la base de l'obligation? Oui, l'histoire nous apprend que l'obligation crée tout de suite des problèmes. Il y a eu, et c'est le cas en France, des exemptions, des réformés, des sursitaires pour continuer les études. Il y avait des insoumis, il y avait des déserteurs. Et donc tout ça crée des désordres, en fait, d'une certaine façon. Et surtout, ça induisait dans l'esprit des jeunes et même de la population que le service militaire était inégalitaire. En principe, il était universel, mais en réalité, on voyait bien qu'en fonction de votre classe sociale, de vos réseaux, de votre capacité à justifier aussi d'une objection de conscience, eh bien, en fait, tout le monde n'était pas tout à fait redevable de la même manière de ce qu'on appelait alors l'impôt du temps.
Emmanuel Macron, en clôture de son intervention, affirmait que pour éviter le danger, il fallait s'y préparer plutôt que d'alimenter la peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction parce qu'on voit les éléments de langage employés par les hauts dirigeants de l'État. Je rappelais tout à l'heure le chef d'état-major des armées qui parle évidemment sous la coupe de l'exécutif français. On est plutôt dans une logique là où on essaye aussi de pas d'effrayer les Français, mais de leur faire prendre conscience de cette menace qui devient réelle. Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense qu'il y a la volonté de préparer les Français, et donc de dire il faut que nous soyons forts parce que si on arrive à dissuader l'adversaire, celui-ci ne nous attaquera pas. Et puis l'autre chose, c'est le débat politique au sein de la classe politique. Et là, on voit bien qu'il y a un désaccord aujourd'hui entre la majorité, elle est relative aujourd'hui, mais en tout cas entre le président de la République et les oppositions. S'il y a eu autant de réactions la semaine dernière au propos de Général Mandon, au RN et à LFI, c'est parce que le diagnostic de la menace n'est pas aujourd'hui partagé par tous les partis politiques. Merci beaucoup Maxime Launay d'avoir été l'invité de l'info du jour. Évidemment, on va continuer à décrypter cette nouvelle force armée, service national volontaire. J'y arrive pas non plus. Militaire, c'est le premier mot qui nous vient quand même à l'esprit. On va le décrypter avec nos clubbers à 14h30 et dans le journal qui arrive dans quelques instants. À tout de suite.